Nous allons poursuivre notre étude de la pensée visuelle, commencée il y a 15 jours. Il y a 15 jours, nous avons surtout axé notre recherche sur l'iconicité, c'est-à-dire le fait que beaucoup de signes prennent des images des choses, des objets, des personnes, des animaux. Donc cela concerne surtout le vocabulaire. Maintenant, nous allons passer du côté de la grammaire, où d'autres phénomènes de pensée visuelle sont à l'œuvre, notamment ce que l'on appelle la pensée schématique ou diagrammatique. Cette pensée schématique ou diagrammatique est basée, comme la pensée visuelle de l'iconicité, sur le cerveau, le fait que les personnes sourdes de naissance développent naturellement une appréhension visuelle davantage développée que chez les personnes entendantes, du fait que l'aire auditive est réduite au minimum, tandis que l'aire visuelle prend la place de l'aire auditive. Du coup, les compétences visuelles sont davantage développées, et ce que l'on trouve notamment dans la langue des signes. On a vu ça donc par rapport aux bandes dessinées ou aux dessins, par rapport au cinéma ou au storyboard, et donc maintenant par rapport au schéma ou au diagramme. Lorsque l'on parle de schéma, on prend en compte tous les éléments qu'il est possible de mettre en schéma, que ce soit des dessins de signes, que ce soit des symboles, que ce soit des flèches, que ce soit des dessins et du texte, que ce soit simplement des mots si on pense qu'un dessin n'est pas suffisamment explicite. C'est tous ces éléments qui peuvent être combinés de différentes manières pour créer des schémas. Parmi les nombreux schémas possibles, un exemple simple au départ, ce sont des suites de dessins, les uns après les autres, donc pour présenter par exemple des phrases en langue des signes. Ça, c'est le minimum le plus simple. Ici, dans la première ligne, on voit le signe homme, conduire une voiture. Une voiture est représentée par la main à plat, ce qu'on appelle un proforme, on verra ça plus tard. Ce schéma montre qu'il est possible d'utiliser différents ordres dans la phrase en langue des signes. La deuxième ligne montre en premier le proforme, ensuite homme, et on garde le proforme et on met le signe conduire de la main droite. Ou, en troisième possibilité, on indique par l'index la personne que l'on désigne, donc l'homme, et qui conduit. Bon, il y a de nombreuses possibilités d'exprimer la même pensée par des phrases différentes. Voilà. Et cela peut être présenté simplement par des suites de signes. Bien sûr, un schéma peut reprendre simplement un dessin des objets, des choses, des personnes, de tout. Et on a vu il y a 15 jours que tout ce qui est spatialisé est beaucoup plus facile à exprimer en langue des signes que par oral, puisque la langue des signes est visuelle, et donc on utilise les 3 dimensions de l'espace. Par exemple ici, pour l'oreille, il est facile de dessiner donc le pavillon de l'oreille, ensuite le conduit auditif, le tympan, les osselets, les os, la fenêtre ronde, la cochlée, le nerf auditif qui monte au cerveau, et on peut disposer dans l'espace tous les éléments, et visuellement, on voit exactement comment sont imbriqués les éléments les uns par rapport aux autres, la taille respective, les emplacements respectifs, alors que la même chose exprimée oralement ou vocalement serait beaucoup plus difficile à se représenter. Voilà. Tout ce qui est spatial ou spatialisé, comme les tracés des routes, comme des schémas, comme tout ce qui est visuel, est exprimé beaucoup plus facilement en langue des signes du fait que c'est une langue en 3 dimensions. On peut utiliser bien sûr des symboles. Par exemple ici, c'est les acouphènes, c'est-à-dire les sons qu'on entend dans l'oreille, mais sans bruit extérieur. Ici, donc, ils sont représentés par donc, un oscilloscope comme un audiogramme, donc, qui représente les sons que l'on a dans la tête, sans bruit extérieur. Et on voit ça fait mal à personne par son visage, son expression du visage. Et donc, à la fois, il y a l'aspect figuratif et l'aspect symbolique. Après, on peut mêler, par exemple, des dessins, des symboles et du texte.
Là, par exemple, ce sont des extraits de documents de l'Association française des interprètes en langue des signes, qui distinguent ce qu'on appelle les interfaces, c'est des gens qui se disent interprètes mais qui ne sont pas interprètes professionnels, par rapport aux interprètes professionnels. Quelqu'un qui n'est pas interprète va aider la personne sourde, lui porter secours, alors que l'interprète n'aide pas, il traduit simplement, de manière neutre, les propos. Celui qui n'est pas interprète prend la place de la personne sourde et parle à sa place, alors que l'interprète professionnel ne prend pas la place du sourd, mais fait que traduire en parole ce que le sourd exprime en langue des signes. Celui qui n'est pas interprète inclut, implique une certaine inégalité entre la place du sourd et la place de l'entendant, alors que l'interprète professionnel fait que l'interlocuteur sourd et l'interlocuteur entendant sont exactement sur un pied d'égalité. Encore d'autres représentations, donc à la fois symboliques et imagées, sur le fait que ceux qui ne sont pas interprètes n'ont pas de secret professionnel, alors que les interprètes sont tenus au secret. On voit avec le bâillon sur la bouche et les mains qui sont tenues par des liens. De même, l'interprète professionnel est obligé de suivre ce qu'on appelle la fidélité du message, c'est-à-dire il traduit exactement en parole ce que le sourd dit en langue des signes, alors que celui qui n'est pas interprète peut rajouter ou enlever tout un tas de choses en fonction de ses envies. Et de même, celui qui n'est pas interprète n'est pas neutre, il donne sa propre opinion, alors que l'interprète professionnel ne donne jamais son opinion, il ne fait que traduire ce que les personnes en présence disent l'une et l'autre. Voilà. Donc on voit des dessins qui représentent ce qu'on appelle le code déontologique des interprètes, comparé à ceux qui ne sont pas interprètes, représentés ici à la fois par des mots, par des symboles et des dessins. On peut aussi comparer par exemple avec l'aide de flèches ou de flèches barrées pour indiquer les différences. Là par exemple entre le signe fonder et le signe punir, le geste est le même, la seule différence c'est le visage. Donc on voit que les gestes, la flèche est pleine, donc les gestes sont les mêmes, alors que au niveau du visage, la flèche est barrée pour indiquer qu'il y a une différence au niveau de l'expression du visage. De même, entre le signe apercevoir et le signe attraper, les signes sont quasiment identiques, mais l'expression du visage n'est pas du tout la même. Après, les schémas peuvent être de plus en plus complexes. Ici, par exemple, c'est un vieux schéma, puisqu'il n'y a plus de DAS, il y a maintenant l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ce schéma représentait le parcours d'un dossier de demande de CDES, c'est l'allocation pour l'éducation spéciale, donc pour les enfants handicapés. Et on voit le cheminement des parents qui doivent remplir un dossier, l'amener à la CAF, le dossier est instruit par la DAS, et puis en fonction du résultat, soit le dossier est accepté, et il y a tout un cheminement pour arriver au versement de l'allocation aux parents, ou si le dossier n'est pas accepté, on voit les recours possibles, les commissions, etc., pour que soit le dossier finalement est refusé, soit accepté. Et donc tout un cheminement est représenté ainsi de manière spatiale, schématique, visuellement, sans texte, et on peut facilement visuellement suivre le cheminement du dossier, ce qui serait beaucoup plus difficile à suivre si c'était simplement expliqué de manière textuelle. Voilà. Après, les schémas peuvent être complexifiés à l'infini. Il y avait des a priori qui disaient que tout ce qui est imagé, pensée visuelle, etc., était forcément simple, flou, approximatif, etc., ce qui est faux. Tout ce qui est visuel, et notamment, par exemple, ici, les schémas, peuvent être extrêmement précis et extrêmement complexes. Là, c'est un extrait du cheminement du vote d'une loi au Parlement avec l'Assemblée nationale et le Sénat, avec la première lecture, la deuxième lecture, la commission, etc., avec tous les allers-retours dans tous les sens. Et on voit qu'un schéma peut être effectivement extrêmement complexe. Bon.
Et les schémas peuvent être diversifiés à l'infini. Il suffit de changer une flèche, un emplacement, un symbole pour signifier autre chose. Ici, ce sont par exemple les différents modes de financement des entreprises par ce qu'on appelle l'AGFIP, c'est l'organisme qui finance l'emploi des personnes handicapées, en gros. Et donc il y a une multitude de possibilités de versement de financement qui sont représentées par tout un tas de symboles divers. Euh, voilà. Donc, il ne faut pas penser que un schéma est unique et la vérité. Une même réalité peut être, la plupart du temps, être représentée par une multitude de schémas, selon le point de vue, selon les éléments sur lesquels on veut insister, selon l'ordre que l'on veut présenter. Il n'y a pas un schéma qui est la vérité. Il y a une multitude de possibilités de représentation schématique, comme dans l'expression, que ce soit par oral ou en langue des signes, il y a une multitude de formes d'expression diverses. Chacun a sa propre forme d'expression. Et en fonction de ce que l'on veut dire, en fonction du contexte, en fonction du public, on ne va pas dire les choses de la même manière. Voilà. Et comme les schémas peuvent représenter différents points de vue, différentes expressions d'une même réalité. Voilà. Si on prend un exemple simple, ce qu'on appelle le schéma narratif, c'est-à-dire la manière de représenter l'évolution d'un discours, d'un récit, entre l'introduction et la conclusion. Ce schéma narratif peut être représenté d'une multitude de façons, avec quelques exemples ici pris sur Internet, avec une représentation simple avec la situation initiale, la nouvelle situation et la situation finale. Avec une représentation sous forme de ligne du temps, avec les différents éléments. Avec une représentation sous forme de cases les unes au-dessus des autres. Avec une représentation un peu plus complexe sur les flèches qui s'emboîtent les unes après les autres, comme ici. Ou encore une représentation diverse, avec donc là plus sur la ligne du temps, mais avec différentes possibilités. Voilà. On voit que la même expression du schéma narratif peut représenter différents arrangements en fonction de la manière dont on veut présenter les choses. De même qu'en langue des signes ou par oral, on peut exprimer une même réalité de manière différente, avec un ordre différent, avec une insistance sur tel ou tel point, etc. Encore une autre forme avec toujours les cases, mais là cette fois-ci de manière verticale, alors que précédemment elle était de manière horizontale. Voilà. Donc les schémas peuvent être diversifiés à l'infini, et si vous avez les uns et les autres représentés, si vous représentez des schémas de manière diverse, il n'y a pas forcément les uns qui ont raison, les autres qui ont tort, mais il peut y avoir une grande diversité dans les formes d'expression en langue des signes ou de manière schématique. Alors on va prendre un exemple, celui des États généraux, qui se sont déroulés au tout début de la Révolution française en 1789. Une représentation schématique de ces États généraux est la suivante. On voit au centre un grand rectangle, une assemblée avec trois parties, une à droite, une à gauche et une en bas, plus le roi qui est tout à fait en haut. Le roi est détaillé au-dessus par donc le personnage en majesté, plus un symbole de Versailles avec un gros magot pour indiquer la richesse de la royauté. Ensuite, sur la colonne de gauche, on voit des flèches qui viennent de toute la France avec le dessin et le mot clergé, donc pour représenter cette assemblée qui comprenait donc des représentants du clergé.
À droite, c'était les représentants des nobles, et en bas, les représentants du tiers-état. En plus, pour les représentants du tiers-état, on voit dans le dessin de la France un zoom avec une image sur la droite où on voit un représentant du tiers-état qui va interroger la population pour noter quels sont ses desiderata, ses revendications, ses doléances plutôt, pour en faire part à l'Assemblée des États généraux. Tout ce rectangle, avec les dessins qui sont autour, donc, représente une situation, la situation initiale. Ensuite, on voit une flèche sur la gauche qui amène à la dernière ligne, qui, elle, représente l'action, ce qui s'est passé lors de ces états généraux. En l'occurrence, on voit donc les trois personnages au centre, le clergé, la représentation du roi, enfin du clergé, de la noblesse et du tiers-état, qui se divisent en deux parties. Une partie vers la gauche qui comprend les nobles et une grande partie du clergé, et une partie vers la droite qui représente le tiers-état plus une petite partie du clergé, donc avec des flèches d'orage pour indiquer donc qu'ils ne se sont pas entendus. Et tout à fait à gauche, on voit le roi qui sourit, qui rit de cette situation. Voilà. Donc ici, on voit une représentation typiquement visuelle, avec en premier la situation qui est dressée, et en dessous l'action qui se passe par rapport à cette situation. On retrouve donc dans ce schéma des caractéristiques d'une expression visuelle, notamment l'organisation générale, le thème qui est placé au centre avec une taille plus importante, un ordre de logique visuelle, c'est-à-dire qu'on présente la situation avant de présenter les conséquences, les suites, un ordre qui est toujours respecté, qui est l'ordre hiérarchique, en l'occurrence le roi est placé en haut, et en langue des signes, on suit exactement la même chose, c'est-à-dire que quand on fait une hiérarchie, donc on place le personnage le plus important en haut, soit le roi ou le parent ou le président ou autre, et tous les autres éléments viennent en dessous, sous forme d'arbre hiérarchique, voilà. Et donc le dessin utilise aussi beaucoup de symboles comme la richesse avec le magot, le rire, les éclairs, tout un tas de symboles qui permettent de visualiser les différents éléments que l'on veut signifier. Donc cette représentation schématique visuelle est nettement représentée par les trois groupes de personnages, avec en plus la place du roi tout à fait en haut, avec des éléments qui peuvent paraître incohérents, mais qui en fait visuellement sont tout à fait compréhensibles, comme par exemple le fait qu'il y a trois représentations de la France, alors qu'on sait qu'il n'y a qu'une seule France. Mais pour symboliser le fait que des représentants viennent de toute la France, il y a une France qui est représentée du côté du clergé, une autre du côté de la noblesse et une autre du côté du tiers-état. Et il n'est pas gênant visuellement le fait de représenter trois France, parce qu'on comprend qu'il s'agit de la même, mais simplement pour signifier l'origine des représentants de chaque catégorie de personnages. Voilà. On voit aussi des éléments typiquement visuels comme le zoom, donc sur le tiers-état qui va interroger la population. Et en langue des signes aussi, on peut facilement dresser une situation générale globale et puis faire un zoom sur un élément précis, le détailler, l'expliquer, etc., puis revenir au plan général. Et il y a assez fréquemment cette manière de s'exprimer par des zooms, avant ou arrière. On voit dans le schéma le déroulement temporel avec les pointillés, les flèches en pointillés. On voit les traits d'humour et aussi éventuellement le recours au lexique lorsque certains dessins peuvent sembler pas clairs ou insuffisants. On peut rajouter des mots, de même qu'en langue des signes, bien sûr, il n'y a pas que la représentation spatiale, il y a aussi le fait d'utiliser des signes par rapport à l'espace que l'on utilise. Bon. Et donc, si on prépare un discours en langue des signes par rapport aux états généraux, il est très intéressant de passer par l'étape du schéma, parce que le schéma permet de mettre à plat le type d'expression visuelle de ce que l'on veut exprimer, et il suffit ensuite de reprendre exactement ce schéma en langue des signes
pour avoir toute la disposition dans l'espace de signation des différents éléments que l'on veut signifier. Ainsi, si l'on veut exprimer en langue des signes un texte qui présenterait ces états généraux, on suivrait exactement l'ordre de présentation du schéma. En premier, on tracerait devant soi, au centre, l'assemblée donc des états généraux, avec le roi placé devant, les deux côtés avec le clergé et la noblesse, et au fond donc le tiers état, en précisant à chaque fois donc là il s'agit du clergé, là il s'agit des nobles, là il s'agit du tiers état, en rajoutant un zoom sur donc le tiers état pour indiquer qu'il a été interrogé la population pour recueillir les avis. Présenter donc l'ensemble de la situation générale, de la situation, et ensuite exprimer en langue des signes donc l'action, en l'occurrence le conflit entre une grande partie du clergé plus la noblesse qui se dirige vers le roi, et le tiers état plus une petite partie du clergé qui se dirige vers de l'autre côté vers le peuple. L'expression en langue des signes représenterait exactement le schéma tel que l'on l'a vu, avec d'abord la situation et à la fin l'action des différents personnages. C'est pourquoi il est intéressant toujours, lorsqu'on veut exprimer quelque chose en langue des signes, d'essayer de se le représenter visuellement, notamment par un schéma, ce qui permet d'avoir une expression qui est beaucoup plus claire en langue des signes, parce qu'elle est tout de suite spatialisée. On peut présenter les personnages, les actions, les monuments, les objets, les animaux, etc., et montrer les éléments, les liens entre les uns et les autres, parce que tout est spatialisé, et la langue des signes est basée sur l'espace de signation, sur la spatialisation des éléments au point de vue grammatical. Voilà. Pour donner un exemple, si on parle d'un discours entre deux personnes, on va placer une personne à gauche, une personne à droite, et après il suffira de tourner légèrement les épaules d'un côté ou de l'autre pour savoir qui signe à qui dit quoi à qui. Voilà. Il n'y a pas besoin de répéter un tel dit que, un tel dit que. Il suffira de dire bon, comment est-ce que tu vas? Moi, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Et hier, j'ai été. Hein. Il suffira de légèrement tourner les épaules d'un côté ou de l'autre pour indiquer de quel personnage on veut parler. Voilà. C'est un exemple de spatialisation. Et donc cette spatialisation est très utile, très utilisée en langue des signes, puisqu'elle tient lieu de une grande partie de la grammaire. Voilà. Pour donner un exemple, j'interviens de temps en temps pour des formations d'interprètes en langue de signes, et un des premiers exercices que je leur fais faire, c'est le suivant. Je leur donne un texte un peu compliqué, un texte de loi par exemple, et je leur demande de le traduire en langue des signes. Donc ils potassent un petit peu leur traduction, et puis ils se mettent devant la caméra et ils font une traduction en langue des signes. La plupart du temps, les traductions qui sont faites comme ça, spontanément, par des entendants, suivent textuellement les phrases les unes après les autres, dans l'ordre où c'est exprimé dans le texte d'origine. Ça fait des suites de phrases, très bien, qui sont en langue des signes, mais c'est pas du tout visuel, et c'est difficile à suivre, c'est difficile à comprendre, et c'est souvent très ennuyeux lorsque l'on est spectateur d'un tel discours, simplement de phrases alignées les unes à la suite des autres en langue des signes. Une fois que cette première traduction est faite, je leur demande de reprendre le texte et d'en faire un schéma. Et ils travaillent un certain temps pour essayer de prendre les différents éléments du texte, voir quels sont les liens les uns par rapport aux autres, les institutions, les personnages, etc. Et dresser un schéma de différents éléments dont il est question dans la loi. Une fois que ces schémas sont au point, je leur demande de reprendre une traduction, mais en suivant les emplacements du schéma. Et tout de suite, la traduction est beaucoup plus claire, parce que en langue des signes, ils reprennent les éléments, leur spatialisation. Et en langue des signes, c'est très facile à suivre, de comprendre que
tel élément, tel autre, tel président, tel ouvrier, tel, etc. Les différents éléments sont spatialisés et c'est très visuel et on comprend tout de suite beaucoup mieux ce dont il est question. Voilà. D'où l'importance de réfléchir à comment exprimer ce que l'on veut dire de manière schématique, sous forme de schéma ou diagramme avant de l'exprimer en langue des signes. Pour cela, on va faire quelques petits exercices.